Bien. Donc la situation à laquelle nous nous intéressons dans cette année est en gros la suivante. Donc K est un corps algébriquement clos. Et on a donc M, un K-schéma de C fini. Et G, un K-groupe réductif agissant sur M. Donc, c'est très générale et relativement simple. On peut faire des quotients de nature un peu différents. Donc d'abord, on a M. Et le quotient le plus fin, en quelque sorte, c'est le quotient champêtre. Donc, c'est un quotient au centre de groupe 8. Donc, ça, c'est le quotient champêtre au centre des champs. Et qui s'envoie un K-schéma affine, c'est le mot important, sur le quotient au sens de la théorie des invariants, M mod G. Est-ce que le son est bon là? J'entends les échos. Il n'y a pas de problème. Donc, ceci, c'est le schéma affine, donc par définition, c'est le spectre du sous-anneau des fonctions invariantes, M. Donc, j'appelle un peu sommairement le quotient invariant. Et ensuite, comme j'ai un peu expliqué dans le cours précédent, dans M, on a cet ouvert M rect. Donc là, c'est l'ouvert qui consiste en des orbites régulières. Et ensuite, bien sûr, on peut faire le quotient. Donc, c'est un ouvert invariant sous la forme du groupe. Donc, on peut toujours faire le quotient champêtre de M rect sur G. Donc, il sera un sous-champ ouvert de M sur G. Et ensuite, il y a un quotient un type un peu nouveau. On appellera le quotient régulier. J'ai une notation pour que ça entre. Donc, c'est quelque chose qui s'envoie, tout s'envoie sur le quotient invariant. Et donc, ce quotient régulier donc d'abord, ceci est une gerbe. Et ce M, d'abord, il faut noter tout de suite que ça dépend d'une donnée auxiliaire sur laquelle on reviendra plus tard. Mais pour l'instant, on l'ignore. Et dans le meilleur des cas, M sur G est un espace algébrique. Dans le meilleur des cas. Et sinon, c'est un champ de minimum fort. Donc la différence, c'est justement dépend de un peu des arrêts auxiliaires. En quelque sorte, si on n'en a pas besoin, alors c'est un espace algébrique. Et donc, ensuite, ce à quoi nous nous intéressons, c'est des espaces, des morphismes du disque formel dans les deux étages inférieurs de ce dans la partie basse du diagramme. Ce que nous appellerons les fibres de Springer affines
très généralisé. Et on étudia aussi les espaces, ou plutôt de champs, des morphismes d'une courbe propre et lisse vers le même but. Et donc ça sera la fibration de Hitchin très généralisée. Et on retrouvera la solution classique des fibres Hitchin et des fibres de Springer-Affine pour l'axiome adjointe. Si on retrouve. Donc là, il y a une torsion supplémentaire que je vais passer sous silence. Nous retrouvons le cas usuel, le cas classique, pour l'axiome adjointe de G sur M, c'est l'algèbre de Lie de G. Donc il s'agit en fait d'essayer d'élaborer une science très générale où on remplace l'algèbre de Lie de G par n'importe quel schéma affine. Donc dans le cours d'aujourd'hui, je vais en fait expliquer des choses vraiment très classiques concernant ce quotient invariant. Donc, c'est des mathématiques qui datent peut-être plus de 30 ans, mais néanmoins peut-être 40 ans. Je pense que ça mérite d'être connu et enseigné. Et donc aujourd'hui, je m'intéresse exclusivement à ce quotient invariante. Et ça, c'est exactement ce que la théorie des invariants classiques au XIXe siècle, où les gens cherchent à comprendre cet anneau des invariants, des générateurs et des relations. Et cela a motivé vraiment beaucoup le développement de l'algèbre commutatif et qui cumule en théorème de finitude de Hilbert. Donc le théorème qu'on va discuter, je vais donner une démonstration ou une grande ligne de démonstration. C'est le théorème qui. Donc, il y a beaucoup de noms qui sont attachés, donc je n'ai pas épluché la littérature pour savoir exactement à qui est dû, mais donc on peut mettre le nom de Hilbert sûrement, de Hermann Weyl, de Mumford. Donc ça, c'est plutôt comme c'est le cas où le corps de base, le corps non complexe. Et en caractéristique positive, il faut mettre aussi les noms de Nagata et Habouche. Et peut-être c'est Hadri qui a contribué des idées aussi. Donc le théorème dit c'est la chose suivante, soit K, un corps algébriquement clos, donc M est un spectre R, où R une K-algèbre de tout fini, et G un K-groupe réductif agissant sur M. Alors, l'algèbre invariant, donc K de. Alors, l'algèbre des invariants R de G est une K-algèbre de type fini. Voilà.
Donc, je vais discuter assez longuement la démonstration de ce théorème qui est super classique. Mais avant d'y venir, il faut que je donne un peu de... expliquer un peu ce que ça veut dire, une action d'un groupe algébrique. Donc, si... donc, quelques concepts de base sur l'action d'un groupe algébrique affine. Parce qu'il y a quand même des points en fait, qui reviennent vraiment à la base, qu'il faut un peu préciser. Donc, quand G est un K-groupe, un groupe algébrique sur K, un K-groupe c'est la même chose qu'un groupe algébrique sur K, donc G affine. Alors KG sera le spectre en tant que schéma, c'est le spectre d'une algèbre, une K-algèbre sur qu'on appelle K de G, et la structure. Donc, en plus de ce que le schéma, on a la structure de groupe de G correspond à une structure d'algèbre de Hopf. L'algèbre de Hopf de l'anneau des fonctions, l'anneau de coordonnées. Donc ici, on a la multiplication de G fois G vers G qui correspond à la commultiplication de l'algèbre de Hopf. L'algèbre de Hopf, il y a la multiplication d'algèbre et puis la commultiplication qui correspond à la multiplication dans G. Donc on a ce morphisme d'algèbre de K de G qui va dans le sens opposé. Donc tous les produits tensoriels seront sur K. J'ignore l'indice K dans le produit tensoriel. Et donc si on a une action de... Donc il y a d'autres axiomes qu'on ne va pas les énumérer tous, que c'est relativement ennuyeux. Et c'est une action de G sur un K schéma M. Donc ça correspondra à donc G fois M, morphisme vers M, c'est le morphisme d'action. Ça correspond à un homomorphisme d'algèbre de coaction. Donc ça va de K de M, donc K de M, tenseur avec K de G. Donc a priori, on doit vraiment travailler sur les algèbres, les co-algèbres, les coactions, mais très vite, on perd un peu pied. Parce qu'on a plutôt l'habitude de raisonner sur l'ensemble de groupes, et on n'a pas tellement l'habitude de raisonner sur le coaction. Encore c'est complètement équivalent, mais c'est une question un peu psychologique. Alors pour éviter un peu pour éviter le travail avec les coactions, il suffit de faire cette remarque. Donc alors, pour éviter à considérer la coaction, on fait la chose suivante. On fait la chose suivante. On considère, on fait, pour tout point G, dans G de K, ça nous fait un homomorphisme de. Ça correspond bien sûr à un homomorphisme d'algèbre de K de G dans K, dans G. Et si on prend le diagramme là-bas, donc de K de M, j'appelle le ρ. La coaction, ça va dans K de M, dans K de G. Et là, je compose avec ce G. Ça donc fait K de G tenseur K.
donc qui est juste K de G. Donc là, c'est l'identité sur M tenseur avec G. Et si on compose, ça fait ρ de G. D'accord? Donc ça fait l'action. Ça induit une action de G de K sur K de M. Donc c'est juste une astuce pour tourner la coaction qui est quand même désagréable de faire une action si je fais cette évaluation. Et en fait, ça marche. Donc là, cela vaut pour G dans G de R. Donc pour n'importe quel K algèbre R. Donc on aura un ρ de G qui va être dans le voie de Rm, dans Rm, qui est K de G, on aura étendu le scalaire à R. Donc, puisque c'est un truc fontorien, donc ça fait que la coaction peut être complètement comprise en ce terme. On est d'accord? Donc c'est une histoire de l'astuce de passer de l'action à coaction. Voilà. Donc, on voit que donc V dans un K vectoriel, c'est un G comodule ou G module, c'est exactement la même chose. Donc, on peut passer de l'un à l'autre sans difficulté. Et donc on a cette catégorie. Pardon? Oui, c'est K de M. Donc, sera donc un vectorien avec c'est la même chose que V vectorienne, avec une action linéaire G, qu'on peut décrire de forme vectorienne, donc pour toute R, on a G de R à J, de façon R linéaire sur V tenseur R, ou la même chose que K de V, le coaxiome de K de V dans K de V, tenseur K de G, avec les compatibilités. Donc la première chose qu'il faut dire sur ces coaxions, c'est la remarque qui est en fait de base, qui dit que toutes K modules sont localement finies. Donc, la première proposition sur que il n'y a pas d'hypothèse, c'est simplement une probabilité tensorielle qui fait que tout G module est localement fini. Donc, pour chaque fois qu'on a un vecteur V, dans V, il existe un sous-espace, un sous-vectoriel de dimension finie qui a une variance contenant V et invariant sous G. Donc la preuve, c'est ce qu'on voit, c'est que parce que quand on écrit le produit tensorien, on prend un vecteur V dans V, et on applique la coaxiome à V, et par définition produit tensorienne, ceci doit s'écrire comme une somme finie de I à 1 à M de VI tenseur AI.
où VI est dans V et AI dans K de G. Donc la finitude, ça vient de ce fait que la somme comprend une somme finie. Donc on apprend on a cet espace vectoriel engendré par V1, Vm, et donc V est de dimension finie, par définition. Donc ça, c'est le premier candidat, mais il n'est peut-être pas stable par G. Mais n'importe, on voit que pour tout G dans G de K, si on applique le rho de G à V, donc par la recette que j'ai écrite là-bas, eh ben, c'est très facile de calculer. Dans cette expression, ça fait la somme de I dans A à N de VI une fois AI appliqué à G. Donc ça devient un scalaire. Donc cet espace n'est peut-être pas... donc il est sûrement, j'appelle ça V', il est dans V'. Donc on va prendre, on prend V second, le sous-espace, l'espace de V' qui est engendré par tous ces rejets de V. Donc il est, d'une part, il est dimension finie parce qu'il est sous-espace de V', et d'autre part, il est engendré par les translates d'Ellison vecteur, donc il est G invariant. Donc ça, c'est le sous-module, sous-G module qui est dimension finie. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Dans ce monde algébrique, il y a cette finitude qui est donnée, donc qui est un peu donnée parce qu'on travaille pour le tensoriel, on n'a aucune hypothèse. Mais maintenant, la première définition qui fait appel à l'hypothèse réductive, parce que le théorème n'est pas vrai, c'est sans réductif. En fait, Nagata a donné un exemple monstrueux d'un groupe dimension 17, les invariants ne sont pas finis. Je ne connais pas l'exemple, mais donc on va essayer de s'accrocher à l'hypothèse réductive. Donc il y a la première approximation, c'est la suivante. Donc G est un K-groupe. Alors G est dit linéairement réductif. Si l'une des hypothèses suivantes équivalentes est satisfaite. Donc la première, la plus terre à terre, c'est que pour tout G module V, et V un vecteur invariant sous G qui est non nul, alors il existe un covecteur qui est dans le dual qui est non nul, tel que quand on perd les deux, on trouve un scalaire non nul. Donc ça, c'est la première définition, la première propriété. Donc, la deuxième est que pour tout G module, V, donc on a une décomposition ensemble direct canonique. V est égal à VG plus VG.
Donc ça, c'est le sous-vectorien des vecteurs fixes sous G. Et V indice G est un G module sans invariant non nul. Donc autrement dit, comme on a l'existence d'un opérateur de Reynolds qui va de V dans les invariants, dans le noyau, et ce V indice G. Donc on a V donc ça c'est, on le voit comme un morphisme de Fonteur. Du Fonteur d'identité dans le Fonteur invariant. Et c'est équivalent à cette définition canonique. Et la troisième, c'est la catégorie des G modules et semi-simples. Donc je vais passer, c'est relativement évident que les trois propriétés sont équivalentes. Je ne vais pas dire davantage. Maintenant, un exemple de base d'un groupe qui est l'élément réductif et bien sûr le groupe multiplicatif. Donc la première proposition, c'est que G est un GM, ou plus généralement un tor. C'est un produit de GM, parce qu'on a sur un corps un G plus clos, et linéairement réductif. Donc la preuve est en fait basée sur un fait très simple, c'est que l'algèbre de fonction de K de GM dans le cas de T plus ou moins 1 est un G module semi-simple. Donc qui est clairement semi-simple, c'est la somme directe n dans n de Kt puissance n, et tous ces espaces de dimension A sont c'est un G module, GM module. Donc ça c'est la prémisse, et c'est chaque fois que vous avez un V, un G module quelconque, et bien vous appelez Vn les éléments V dans V, tels que lorsque vous appliquez le V dans K de G, vous appliquez rho à V, et bien vous trouvez V tenseur T puissance n. Donc ça c'est bien sûr un sous-espace vectorien, et c'est un sous-G module. Et on a chaque fois qu'on a pour tout V dans V, on a donc rho de V est une somme directe, une somme finie de n dans Z de Vn tenseur T puissance n. Alors Vn est non nul, est nul pour presque tout n, et Vn est dans deux choses. La première chose, c'est que le Vn que se trouve ici est cette expression est unique parce que ça c'est vraiment une base de K de G. Donc Vn est dans Vn. Et puis en faisant T à A, nous appliquer l'évaluation en T à A, et bien trouver V et la somme de Vn. Donc ça montre bien que V est la somme directe de Vn. Donc c'est la première chose, que les tors sont linéairement réductifs. Donc essentiellement, la raison est que
l'algèbre de fonction du tore il est semi-simple. Et après, de nouveau, on applique la coaction. Et ensuite, il y a un théorème important, c'est le théorème de Hermann-Weyl, qui dit que lorsque K est le coordonne complexe, lorsque K est égal à C, ou donc ça implique, donc pour K algébriquement clos, de caractéristique 0, alors tout groupe réductif sur K est linéairement réductif. Donc la preuve est relativement limpide maintenant. Donc il y a le cas de tore. Donc ça marche. Cela marche sans hypothèse. Sur K. Et donc c'est relativement facile quand on fait un produit de groupe réductif, un groupe semi-simple, par exemple un tore, modulo un groupe fini, donc le groupe fini, pour tout ça c'est relativement facile. Donc le cas G est semi-simple. Alors on a dans G de C, on a K un compact maximal, un sous-groupe compact maximal. Alors on a l'équivalence de catégorie entre les G modules et les représentations de K. Donc cette catégorie est semi-simple parce qu'on peut faire intégration. Donc parce qu'il existe une mesure de R mu sur K tel que K soit de volume A. Donc on peut utiliser cette mu pour construire l'opérateur de Reynolds. Donc chaque fois que vous avez un vecteur V, et bien vous intégrez la translation sur K et vous trouverez la vecteur invariant. Et donc cette intégration sur K donne lieu à l'opérateur de Reynolds. En fait, c'est la seule construction de l'opérateur Reynolds qu'on peut faire. Mais donc là, le gros problème du théorème est que en caractéristique positive, ça marche jamais, ça marche pas. Donc toutefois, lorsque caractéristique de K est positif, les groupes semi-simples ne sont jamais linéairement réductifs. Donc on va revenir là-dessus pour discuter ce point, mais pour l'instant je vais commencer par discuter le cas de caractéristique 0. Donc on va démonstration du théorème de finitude en caractéristique 0.
Donc les idées sont beaucoup plus claires et limpides en caractéristique 0. Et après avoir expliqué la preuve en caractéristique 0, je vais discuter qu'est-ce qu'il faut qu'on peut modifier pour passer à la caractéristique positive. D'accord? Donc, dans ce cas-là, G est réductif implique que G est linéairement réductif. Donc ça, c'est l'extension du travail. Et on va utiliser ce type de linéaire réductivité pour démontrer le théorème. Donc la preuve se divise en 3 étapes. Donc la première étape est la réduction au cas de l'espace affine. Donc, on a donc ce M égale à, donc, on peut prendre une algèbre, on n'a peut-être pas besoin de l'espace ici, donc on a A, une K-algèbre de type fini, qui est aussi un G-module. Et donc, puisque c'est une K-algèbre de type fini, donc il existe un vectoriel V de dimension finie, donc qui est engendré par un ensemble de générateurs, ensemble de générateurs, avec une forme linéaire de V dans R, telle que l'application induite de l'espace de l'algèbre symétrique vers R est surjectif. Tel que donc c'est là. Donc on prend toujours le tenseur symétrique sur le corps de K, donc j'ignore, j'écris pas K ici. Le tenseur symétrique. R est surjectif. Donc ça veut dire que V est un ensemble générateur. Et du fait que on a le... J'ai oublié de dire, mais l'une des propriétés équivalentes linéaire réductif, c'est que le foncteur, comme G est linéairement réductif, le foncteur IV associé aux invariants est exact. Parce que tous se décomposent en produit direct, V d'un deuxième module. Enfin, il est toujours, comme les invariants, toujours exact à gauche, donc le problème c'est exact à droite. Mais comme c'est des sommes directes, c'est exact à droite aussi. Et donc ça implique que SV de G dans R de G est surjectif. Alors si SV de G est de type fini, alors R de G l'est aussi. Donc ça c'est relativement clair. On peut réduire au cas de l'espace affine en utilisant la propriété que le foncteur des invariants est exact à droite. Donc on trouve ces surjectivités. Donc là on utilise on va voir dans la démonstration, on utilise l'hypothèse que G soit linéairement réductif 2 fois, donc une fois ici.
Donc on peut réduire au cas d'espace affine. Donc ça, c'est la première étape. Donc il suffit en fait de démontrer cette propriété de finitude dans le cas des espaces des anneaux de polynômes. Donc le deuxième point, et en fait, ça n'a rien à voir avec les axiomes de G, c'est une sphère tangente commutative. Donc A est une somme à n dans n, est une K-algèbre graduée. Donc, en fait, le fait de passer au cas de polynôme, le truc de base qu'on trouve est déjà gradué. On a l'axiome de GM en plus, avec A0 égale à K. Alors, on a l'équivalence A est une K-algèbre de T fini, si et seulement si A est noethérien. Et en fait, on a beaucoup moins. On a seulement besoin que le A+. Donc c'est la somme des composantes de degré positif est un A module de T fini. Donc en gros, c'est une sorte de l'inversion, le terme de l'inversion, c'est une inverse du théorème de base de Hilbert dans le cas gradué. Je n'ai pas fait la preuve, mais vous voyez que c'est relativement évident. Donc l'implication ici, ça c'est le théorème de base d'Hilbert. Donc ça, c'est évidemment une conséquence du 3 comme ça de 1, parce que tous les idéaux sont finiment engendrés. Donc le seul truc à faire, c'est du 3 implique 1. Donc là, un peu d'algèbre, on montre que si A+ est une A algèbre de T fini, alors on montre deux choses. D'abord, A est engendré par un nombre fini de composantes, donc AI degré inférieur à n pour n assez grand. Et les AI sont des vectoriennes de dimension finie. Donc il n'y a pas vraiment de surprise ici, c'est relativement évident comment le faire. Si on a un ensemble fini générateur, on arrivera à ce genre de choses. Donc c'est le deuxième point. Donc le premier point me réduit au cas d'espace affine. Donc cas d'espace affine, on a en plus une graduation. Et en quelque sorte, on se réduit à démontrer que l'algèbre est noethérienne. Donc au lieu de démontrer qu'elle est finiment engendrée, on démontre qu'elle est noethérienne. Donc la troisième étape, c'est de démontrer que cette propriété noethérienne Donc AR est une algèbre, un cas algèbre. En fait, comme on applique seulement au ce cas d'un polynôme,
mais ça n'a pas d'importance ici, donc qui est aussi un G module. Alors, A qui est les invariants de G, donc notérienne. Si R est notérienne, alors les invariants aussi notériennes. Je ne sais pas comment on écrit notérienne. Là, la preuve, en fait, est relativement évidente. Donc, on a si bêtement vérifié soit I1 dans I2 dans une chaîne d'idéaux de RG. Donc, on va essayer de montrer qu'il stabilise. Eh bien, on va le passer à R. Donc, on a J1 dans J2. C'est une chaîne d'idéaux de R où JI, c'est II fois R. Ça, c'est le truc évident à faire. Et puisque R est notérienne, et notaire, la chaîne J stabilise. Donc, si on peut démontrer, si on peut retrouver I à partir de J, on aurait gagné. Si on peut démontrer, donc il suffit de démontrer que donc le truc évident, c'est qu'on intersecte. Donc que JI. Donc ça, c'est l'identité qu'on veut. On commence par un idéal de l'anneau invariant, on multiplie par R, on intersecte et on retrouve l'idéal. Pour démontrer que la chaîne de I stabilise. Mais ça, en fait, ça a l'air un peu naïf, mais ce n'est pas évident. Ça dépend de nouveau de l'hypothèse de linéaire réductivité, que le groupe G soit linéairement réductif. Donc c'est là où on dit la deuxième fois l'hypothèse de linéaire réductif, que le groupe G soit un groupe réductif, pas réductif linéaire, mais linéairement réductif. Donc j'écris ça explicitement pour qu'on peut voir que ça c'est un peu le lemme clé en quelque sorte de la démonstration. Donc soit j'ai un groupe qui est linéairement réductif. Et R, une K algèbre, qui est en même temps un G module. Une axiome de G, une axiome coaxiome de G, c'est pareil. Alors, si I est un idéal de RJ, les invariants, alors IR, intersection avec RJ, retrouve I. C'est ça qu'on doit démontrer pour démontrer que l'anneau des invariants est notérien. Alors, la preuve, c'est une application de l'opérateur de Reynolds. Donc, on a l'opérateur de Reynolds. Donc, de nouveau, ça c'est l'intégration sur le compact, donc ce n'est pas un truc algébrique. Bon, ça s'explique parce qu'on a un module invariant sur le subcompact. Donc, il va de V dans V de G. Donc, on applique ça à R. On a V
de R dans R dans R de G. Et la première chose à remarquer, c'est que c'est dans ce cas-là, P de R est pas seulement K linéaire, mais en fait RG linéaire. Et là, je vous laisse de faire la preuve, écrire des formules. C'est pas très dur, mais donc ça, c'est le point important, c'est que l'opérateur de Reynolds, quand on applique à un algèbre, eh bien, ça va linéaire sur l'anneau des invariants. Et ensuite, une fois qu'on a ceci, la preuve est relativement limpide. Donc, on va prendre. Bien sûr, on a le I est inclus là-dedans. La seule trinôme triviale, c'est que c'est l'inclus dans le sens inverse. Donc, on a soit A, un élément dans IR, dans R de G. On va démontrer que A est dans I. D'accord? Donc, d'abord, parce que A est dans R de G, on a appliqué l'opérateur de Reynolds sur A. Eh bien, c'est A. Parce que l'opérateur de Reynolds, c'est une intersection il induit l'identité sur les invariants. Et de l'autre côté, parce que R est dans IR, on va écrire R comme une somme finie de AI, RI, avec AI dans I et RI dans R. Eh bien, si on calcule l'opérateur de Reynolds, PR de A, on utilise le fait que cet opérateur est linéaire sur les invariants. Eh bien, on trouve donc on somme I de A à N de AI, P, R de RI. Et donc ça, c'est clairement dans I. Ça, c'est AI dans I. Donc A est égal à PRA et dans I. Donc on a ce qu'on va démontrer. L'intersection est bien là, ce qu'on fait. Donc même si elle lève un peu bébête, mais je vous insiste que ce n'est pas trivial, parce c'est vraiment on utilise à fond l'opérateur de Reynolds dans ces démonstrations. Elle ne marche pas du tout aux caractéristiques positives. Donc voilà, donc ça termine un peu la démonstration du théorème de finitude de Hilbert pour les nombres complexes. Donc la première étape, c'est de la réduction au cas de vectoriel, espace affine. La deuxième étape, c'est une sorte d'inverse de base d'Hilbert. Donc ça, c'est une algèbre élémentaire et facile. Et la troisième étape, c'est en fait de montrer que l'algèbre d'invariant est notérienne. Et pour ça, on s'appuie sur ce lemme un peu drôle qui est fondé sur l'opérateur de Reynolds. Mais pour passer à la caractéristique positive, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on utilise cet opérateur de Reynolds deux fois. La première fois dans la réduction de l'espace affine, parce qu'on utilise le fait que le foncteur de V dans les invariants est déjà à droite. Et puis, on a la deuxième fois ici, dans ce lemme. Donc, pour passer à la caractéristique positive, je vais le faire maintenant. Il faut un peu adapter tous ces points, bien que caractéristique positive. Et bien d'abord, bien sûr, cette définition de linéairement réductif ne sert plus à rien parce qu'il n'y a que des tores qui sont linéairement réductifs en caractéristique positive. Il faut une hypothèse un peu plus faible. Donc la définition, je dis à Mumford, c'est qu'un K-groupe
G est dit géométriquement réductive. Si pour tout G module V, pour tout vecteur, G une variante non nulle, eh bien on trouvera non pas une forme linéaire invariante qui perd non nul avec ce vecteur, mais une fonction homogène. Donc, alors il existe non pas un covecteur, mais quelque chose dans le potentiel symétrique. Donc, il existe D, un entier naturel positif, dans SD de V dual, tel que, et qui est G invariant, tel que si on évalue V à puissance D avec U, eh bien on trouve non nul. Donc on a l'application de V dans le potentiel symétrique, si on prend le produit V puissance D. Donc c'est l'application naturelle du vectorien dans sa puissance symétrique. Donc ça me remplace, dans le cas linéaire réductif, c'est D égale à A. Donc tout vecteur non nul peut être détecté par un covecteur non nul. Et géométriquement réductif, il faut passer à une puissance symétrique. Donc là, il y a le théorème Nagata. Qui dit que soit G, donc K, encore un algébrique non clos. Enfin, je crois que on n'a pas l'hypothèse. L'algébrique non clos, on n'utilise pas, mais je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça n'a pas besoin de ça. Alors, j'ai un K groupe qui est géométriquement réductif. Et M, un K schéma affine de T fini. Alors, le quotient invariant, qui est le spectre de l'anneau des invariants, est aussi de T fini. Donc il s'agit ici de reprendre la démonstration que je viens d'exposer en essayant de remplacer à chaque étape l'hypothèse que G linéairement réductif par l'hypothèse plus faible que G soit simplement géométriquement réductif. Et puis on a le théorème qui était la conjecture de Mumford de Habush, qui dit que les groupes réductifs de tout groupe réductif est géométriquement réductif. Je pense que je n'ai pas le temps d'expliquer la preuve de ces termes en détail, mais j'ai simplement d'indiquer les grandes lignes. Je pense que c'est assez amusant, surtout ce terme à bouche. Pourquoi ce n'est pas si difficile, mais en fait, c'est que les gens ont passé beaucoup de temps à le trouver, parce qu'il y a vraiment une sorte une observation assez drôle dans le sens qui fait que ça marche. Bien, le théorème de Nagata, enfin, la preuve, c'est vraiment un truc qui est comme vraiment à la Nagata, où quand on voit la démonstration de théorème de norme des atomes de terre, de Nagata, il y a toujours un peu le même truc en fait. Donc ici, Nagata, j'essaie de parler, il y a deux mots sur Nagata.
Donc la démonstration de Nagata s'appuie sur deux lemmes. Le lemme numéro 1 dit que si G est géométriquement réductif, M R est K algèbre qui est sous une G module. Donc I, donc J, un idéal, G invariant. Alors, on doit comparer deux choses. Donc, on doit comparer les invariants du quotient et le quotient des invariants. Donc là, on a donc sous l'hypothèse si c'est linéairement réductif, c'est la même chose. Mais sans l'hypothèse que le fondement n'est pas exact, c'est qu'on peut démontrer que c'est intégral. Donc ça veut dire que, en fait, plus précisément, donc ça c'est toujours un sous-algèbre pour toute f dans cet algèbre plus grosse, a priori, il existe D, tel que f à la puissance D soit dans la petite. Donc ça règle un peu la première étape. Ça fait la première étape. Parce qu'on sait par passage d'espace affine que ce machin est infini. Et là, on n'a plus la surjectivité, mais néanmoins, on sait que tous les éléments ici sont intégrales. Et il y a un peu de travail, on démontrera que la cet algèbre est aussi. Donc il y a la source de la puissance de D, c'est un peu comme aussi dans la définition de géométrique, la réductivité géométrique. Enfin, tu vois, dans la définition du groupe géométrique réductif, il n'y a que D. Donc c'est le D du théorème. Mais dans le démonstrateur de Habush, D serait un truc comme P à la puissance de quelque chose, moins 1. C'est un truc bizarre, mais on verra ça. Et le lemme2, c'est l'hypothèse où G est géométrique réductif. Donc si I est un idéal, donc il y a R comme ci-dessus, donc I est un idéal de RG. Donc de nouveau, ce qu'on veut comparer, c'était entre I et on sait que c'est une inclusion de I dans IR intersection avec RG. On savait que ça c'est dans la même chose lorsque caractéristique 0 par le truc de Reynolds, mais ici ce n'est plus, mais enfin on sait que ça c'est inclus dans le radical de I. Dans le radical de I. Donc en fait pour tout F, dans IR, dans RG, il existe D, quelque F de puissance D dans I. Donc ça règle un peu la dernière étape, parce qu'on n'a pas besoin de théorème, on a besoin juste pour l'anneau R+. Donc I est les radicales. Donc tous les chaînes d'idiots, des idiots radicaux stabilisent, et ça suffit pour notre bonheur, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, je vais dire un mot sur le théorème de Habush.
En fait, le théorème de Habush s'appuie sur un lemme rigolo de Raghunathan. Qui dit la chose suivante: si V est c'est un cas super simple de la propriété d'être géométrique réductif. Donc si V est un G module simple, et si alors home de K de V dans V, qui est un G module pour l'axiome adjointe, est linéairement réductif. Pas pour tout V, mais juste mon V pour ceux de cette forme bizarroïde, home de K de V dans V. Donc la preuve, elle est tout à fait... vous voyez que c'est par l'hypothèse de Schur. Si V est dans home K de V dans G est non nul, alors V doit être un scalaire. Donc V c'est un isomorphisme. Alors on va pas s'embêter, on va prendre le U étoile, qui va être la déterminant. La déterminant d'un scalaire est toujours non nul. Donc ça, c'est pas une forme linéaire, mais c'est une fonction homogène de degré. Donc ça, c'est la remarque de Raghunathan. On a un cas super simple de la réductive géométrique, mais auquel tout va se ramener. Donc en fait, on va en quelque sorte essayer de s'envoyer tout le monde dans ce cadre. Là, je n'ai pas le temps de reprendre le truc de Habush en entier, mais en fait, c'est ça j'explique un peu le miracle de Habush. Donc, rappelons-nous un peu, donc, si j'ai un groupe semi-simple, dans le cas de Thor, c'est facile, donc G est semi-simple, et même simplement connexe, on va se réduire à ces cas-là. Donc T, c'est le temps maximal, et lambda va être le groupe de caractères de T. Et donc lambda plus, ça va être le cône des caractères dominants. Donc puisqu'on est dans les cas simplement connexes, les caractères sont engendrés par les poids fondamentaux. Donc ça va être la somme directe de Z oméga alpha, alpha delta. Donc ça c'est des poids fondamentaux. Et dans ce cas, le cône, c'est le monoïde engendré par ces poids fondamentaux. Donc pour chaque lambda dans lambda, on a le monoïde de Weyl, le V lambda, qui est l'ensemble des sections globales de la variété de drapeaux à valeur dans le fibre en droite engendré par ce lambda. Donc ça c'est un processus connu. Et donc il est irréductible en caractéristique 0, mais qui ne sont pas irréductibles en général en caractéristique P. Mais on connaît la dimension est connue par la formule de caractère de Weyl.
Donc, je n'écris pas la formule, mais cette formule existe, elle est bien connue. Et on a besoin de cette formule. Donc, il n'est pas irréductible, mais il a, en caractéristique P, il n'est quasiment jamais irréductible. Il y a le V0 lambda, ça va être qui est dans V lambda, c'est va être le G module irréductible de plus haut poids lambda. Donc, ce dont on sait de ce sous-module irréductible, c'est par la formule de temps pour les tensoriens de Sternberg, le théorème de produit tensorien de Sternberg, qui dit que, je ne suis pas sûr, je vais l'écrire. En tout cas, on a si on écrit M, qui est sous-ensemble de lambda, sont des poids dominants de la forme, la somme de M alpha, oméga alpha, alpha dans delta, donc oméga alpha, c'est les poids fondamentaux. Les M alpha soient entre 0 et P. Alors, on écrit périodiquement les poids. Donc, on a lambda égale à 6,0 plus 6,1P plus etc. plus 6I, 6M, P puissance M. Alors, on peut écrire le V0 de lambda en termes de V0 de 6,0, tenseur V0 de 6,1,1, donc il y a le Frobenius, V0 de 6M, M. Peu n'importe, ce qui est important, c'est qu'on connaît la dimension de V0 de lambda en décomposant périodiquement le poids et en appliquant la forme tensorienne de Sternberg. Et il se trouve un truc, je ne sais pas comment il a pioché ça, mais si on prend ρ égale à la somme, c'est le ρ habituel, la somme de oméga alpha, de cette somme des poids fondamentaux, alors si on prend le poids sigma m, qui est p à la puissance m moins 1 de roue, alors on a si vous calculez avec ce poids, eh bien c'est égal. D'un côté, la formule de caractère de Weil, l'autre par la formule de Sternberg, et vous trouvez arithmétiquement les deux nombres égaux. Donc, en particulier, ce truc-là est irréductible. Donc, la remarque, c'est en fait, on a une famille assez des poids de plus en plus gros, mais le module de Weil est irréductible. Et avec K, il va appliquer le truc de Raghunathan pour pour démontrer le problème irréductible géométrique. Voilà, donc je termine, je prends 5 minutes pour terminer pour une propriété qui est bien connue, mais il faut vraiment mentionner. Et donc la preuve est vraiment un peu dans le même, utiliser un peu les mêmes idées. Donc ça termine vraiment la discussion sur cette finitude. Maintenant, on va regarder le morphisme. Donc G est un groupe réductif. Donc désormais, on oublie l'histoire de réductibilité linéaire géométrique. Donc tout se sert seulement pour démontrer le système de finitude. Un groupe réductif agissant sur M, un cas schéma affinitif fini.
Et donc, on va le morphisme de M vers M mod G, respect de Km de G. Et alors, c'est un morphisme quotient. Q induit une bijection entre l'ensemble des orbites fermées et l'ensemble des points fermés. C'est l'ensemble des K points parce qu'on est K1 plan clos. De alors, j'appellerai N ce quotient invariant. Et donc N point fermé, un médian maximal. Et je vais noter Mn, l'image inverse de ce N. Donc, je vais démontrer que dans ce Mn, il contient une unique orbite fermée. Donc, d'abord, il faut démontrer qu'il est non vide. Mn est non vide. Alors ça, c'est si Pn, c'est l'idéal maximal, ou définissant n, alors si Mn est vide, donc I vient de définition c'est n, alors ça implique que I, R et R. Donc M égale spec R. Alors ça implique là que le radical de I est le même que IR intersecte RG et RG. Donc ça implique que I est égal à RG. Donc ce n'est pas l'idéal maximal. D'accord. Donc maintenant, si le Mg, si Mn est non vide, donc il contient au moins une orbite fermée. Pour la raison de dimension. Parce que comme c'est est fini, on peut parler de dimension. Et donc, ça ne peut pas descendre infiniment. Donc, il y a une orbite fermée. Et donc, finalement, comme s'il faut démontrer qu'il n'y a pas deux orbites, il faut démontrer le terme de séparation. C'est que s'il y a deux orbites fermées différentes peuvent être séparées par une fonction invariante. Donc une séparation d'orbites fermées par une fonction invariante. Donc si Z0 et Z1 dans M sont deux ensembles fermés, j'ai une variante. Je dois trouver une fonction invariante qui soit 0 sur Z0, soit 1 sur Z1. Et d'abord, parce qu'ils sont donc Z0, Z1 est vide. Et d'abord, il existe H. Donc ça, c'est le... D'abord, il doit séparer par une fonction, pas forcément une variante. Dans R, pas forcément une variante, telle que H de Z0 est 0 et H de Z1 est égal à 1. Et ensuite,
on doit concocter une fonction invariante à partir de cette fonction qui n'est pas invariante. Mais pour cela, bien sûr, on va prendre tous les translatés le cas. Alors ça engendre un cas espace vectorien de dimension finie. Parce que l'action est localement finie, donc engendré par V1, V2, Vn, donc V', par V1, V1', Vn base, avec V'I soit une translatée de H. Donc ceci nous donne un morphisme de M, un G équivariante vers V, qui est le dual de V', qui envoie Z0 sur 0 et envoie Z1 sur le point 1, 1, 1, 1 par ses coordonnées. Et donc ça, c'est un vecteur V qui est non nul. V qui est G invariante. Non nul. Et par l'hypothèse de géométrie réductivité, on a une fonction homogène, donc U étoile, donc, qui est G invariante, vers la droite affine, telle que U de 1, 1, 1, 1 est non nul. Et donc cette composition est la fonction invariante qu'on veut, qui sépare les deux orbites. Et ben voilà, c'est tout ce que je vais raconter aujourd'hui.